Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce Lincoln Direct. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un leader dans le domaine de l'automatisation industrielle. Et je parle de Luc Poirier. Luc Poirier, plus de 28 ans d'expérience dans le domaine, entre autres avec Lumen.ca. C'est bien ça, Oui, Luc? effectivement. Donc, vaste expérience. Et Luc est également président du comité manufacturier, importation, exportation à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question, bien entendu, de l'industrie manufacturière au Québec, les défis, les enjeux et aussi ben, les perspectives d'avenir pour l'industrie manufacturière. Donc, Luc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est Ça très fait plaisir. apprécié. Excellent. Donc, sans plus tarder, Luc, je suis sûr qu'il y a... J'ai beaucoup de questions, tu le sais, j'avais préparé toute une panoplie de questions, mais également, puisque nous sommes en direct, éventuellement, les personnes qui nous écoutent peuvent laisser là, dans la boîte de dialogue des questions complémentaires et je suis sûr que Luc se fera un plaisir, dans la mesure du possible, de répondre aux questions qui seront déposées. Donc, Luc, première question que j'ai pour toi, c'est quels sont les... Tu sais, parce qu'on on est souvent dans la comparaison. On est souvent dans la comparaison. L'être humain se compare entre eux, mais on se compare aussi entre industries, puis on se compare aussi entre, je dirais, entre provinces, entre États. Donc, comment se comporte l'industrie manufacturière au Québec par rapport à d'autres secteurs au pays? Si on prend par exemple l'Ontario, est souvent donné en comparaison. Puis ce qu'on entend, puis il y a peut-être des mythes à l'intérieur de tout ça. Ce qu'on entend, c'est que le Québec est un peu en retard, puis peut-être des fois on dit pas mal en termes de déploiement de technologie, de modernisation. Donc, la question est lancée. Comment se comporte et se porte l'industrie manufacturière au Québec en termes de modernité puis de positionnement stratégique pour l'avenir? Bien, le secteur manufacturier au Québec est en santé. Euh, il y a eu beaucoup, on parle des 10 dernières années, là, il y a eu énormément d'initiatives sur l'industrie 4.0, donc qui est la transformation numérique des entreprises, la digitalisation des opérations, toutes les technologies d'actualité, tout ça. Depuis 10 ans, on entend ça sur transformation numérique, manufacturier innovant, 4.0, etc., etc. Mais en fait, en bout de ligne, ce sont tous des actions à faire pour la modernisation et l'augmentation de la productivité des entreprises pour leur survie. Si tu ne le fais pas, tu meurs. Et ça, c'est une statistique historique des 4 dernières révolutions industrielles, que ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils sont disparus. C'est un fait. Alors, le Québec, là-dedans, comme tous les autres, n'avait pas le choix. Il fallait faire ce mouvement-là. On était L'industrie manufacturière québécoise, elle est fondamentalement une industrie de première, deuxième transformation majoritairement, c'est-à-dire beaucoup de ressources naturelles. À l'époque, c'était les pâtes et papiers, l'aluminium, etc., les mines, tout ça. Donc, tout ce qui est industrie lourde, il y a énormément de- d'impact manufacturier là-dedans. Où est-ce qu'on avait une deuxième, troisième transformation qui est encore actuelle en ce moment? C'est tout ce qui est relié à l'aéronautique, qui est le secteur numéro un manufacturier au Québec. Tout ça pour dire que on est en progression. La productivité au Québec, la tendance de la productivité au Québec est en rattrapage au prorata de la population et au prorata du dollar du PIB manufacturier propre à chacun. On est en rattrapage, on est en croissance et dans certains secteurs, on est supérieur à l'Ontario. Donc, il y a énormément de progrès qui s'est fait depuis à peu près une dizaine d'années, surtout les 5 dernières. Il y a eu beaucoup d'initiatives, les gens ont embarqué, les entreprises ont embarqué, puis c'est encore... En fait, on n'est pas en retard. On est en progression, il faut juste continuer. On n'a pas un retard euh,
comme tel à rattrapage, là. On est dans le peloton. Il faut juste continuer à se rapprocher de la tête. Et parlant d'initiatives, Luc, quelles sont les initiatives qui sont en cours actuellement pour soutenir l'industrie manufacturière? Puis je vais t'arriver avec une autre question, c'est les initiatives auxquelles on doit penser aussi, là. Oui. Bien, il y en a qui sont connus depuis longtemps. On parle beaucoup du ministère de l'Économie là, avec Investissement Québec. Il y a la BDC, il y a la EDC, il y a des fonds de solidarité, la FTQ qui est impliqué là-dedans aussi. Énormément de banques ont créé des groupes internes pour subventionner, puis des programmes aussi pour aider les entreprises au développement là-dedans. Donc, ces programmes-là sont majoritairement encore actifs, encore là aujourd'hui, puis ça fait plusieurs années, là, on parle d'avant la COVID, que ces initiatives-là étaient là pour donner de l'aide et encourager les entreprises manufacturières à faire le mouvement de la transformation numérique, là. Donc ça arrive. Par rapport au succès, par rapport à l'état de santé de ça, je suis convaincu que si on n'aurait pas atteint les chiffres qu'on a présentement dans la croissance du PIB puis la productivité sans ces programmes-là, ça aurait été impossible. Donc, c'est un essentiel afin de pouvoir aller dans cette progression-là que tu parles à l'instant. Puis dis-moi, en termes d'initiatives toujours, quelles sont les initiatives sur lesquelles on devrait s'arrêter, plonger, travailler, explorer davantage pour aller un pas plus loin là, en termes de développement de notre manufacturier puis de le soutenir encore plus fort? Bien, il y a eu un sondage qui a été fait par un grand manufacturier nord-américain, là, Rockwell Automation, au plus de 1500 entreprises qui ont été consultées, les décideurs. Près de 60 de ces compagnies-là, c'était les décideurs qui étaient interviewés et contactés pour répondre à des questions là-dessus. Puis, une de leurs états majoritaires là-dedans, c'était des investissements faits en technologie, représentaient le top 3 de leurs priorités. Donc, l'élément clé de ces technologies-là, c'était l'AI, une intelligence artificielle générative. Un élément qu'on entend parler depuis longtemps, mais qui est rendu à chaque année qui monte dans les priorités, c'est la cybersécurité. Énormément de craintes sur les entreprises versus ça. Donc, il y a énormément d'investissements là-dedans. Puis le troisième, où est-ce qu'il y a 98 de ces 1500 entreprises-là qui ont été interviewées ont défini avoir des actions et des budgets pour tout ce qui est l'environnement, société, gouvernance. Donc, les ESG, principalement, évidemment, le E, donc qui est la carboneutralité, l'empreinte carbone et tous ces éléments-là qui sont maintenant devenus une politique qui va être applicable dans les appels d'offres, là. Donc, c'est ces trois éléments-là qui sont majoritaires présentement. Puis, je reviens sur le E que tu parlais à l'instant. Donc, tu sais, encore une fois, bien, il peut y avoir des croyances là, dans l'esprit des gens, là, globalement, dans une société, dans une collectivité, que le développement manufacturier laisse de lourdes conséquences en termes d'écologie là, dans l'écosystème, là. Mais cette croyance-là qui est là, OK? Est-ce qu'elle a la même validité qu'elle pouvait avoir il y a 50 ans passés où on n'était pas, mais pas du tout, là, dans les modèles qu'on a aujourd'hui, là? Non, absolument pas. Je veux dire, il y a une évolution sociale, il y a une évolution générationnelle. Et puis, les nouvelles générations de personnes qui vont sur le marché du travail professionnellement sont énormément plus sensibles à tout ce qui est environnemental dans leur quotidien, soit de vie personnelle ou de vie professionnelle. Donc ça a complètement changé au niveau de la société et pas juste au Québec, on parle mondialement à travers là-dedans. Bon, à partir de là, ces éléments-là
Si on parle strictement manufacturier, ben, selon moi, il y a deux façons de le voir. Il y a de le voir comme une lourdeur administrative supplémentaire qu'on va rajouter dans les tâches et les projections d'entreprise, puis l'overhead, puis tout ça. Ou bien une opportunité d'affaires. Puis ça, c'est la façon que moi, je juge qu'il faut le voir. Pourquoi? Parce que là, on va parler au niveau du Québec avec notre source d'énergie qui est à 99 quelques pourcents. Si on enlève les îles de la Madeleine, c'est 100 là. L'hydroélectrique, du départ au point de départ, on a un avantage environnemental sur n'importe quoi autour. Donc, c'est une opportunité. Cette opportunité-là ne durera pas éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'investissements aux États-Unis, dans les autres provinces, sur des parcs éoliens, des parcs solaires, des énergies vertes, etc., etc., etc. Donc, dans quelques années, notre avance par rapport à tous ces éléments-là qu'on peut se servir pour avoir une opportunité d'affaires dans nos manufacturiers, bien, elle va s'amincir. Donc, on peut croître la business avec ça. Et ce que je comprends, c'est qu'on est actuellement dans une fenêtre d'opportunité qui est hyper intéressante pour le Québec. 50 du chiffre d'affaires manufacturier industriel de lui-même, OK? C'est des équipementiers. Ces équipementiers-là, au Québec, c'est des PME. En fait, l'industrie manufacturière au Québec, c'est près de 94 du manufacturier. Donc, c'est une fourmilière de petites et moyennes entreprises. Là-dedans, il y a des équipementiers, donc des fabricants de machines qui vont vendre, exporter ces machines-là. 80 de ces produits-là sont exportés aux États-Unis. 80 du marché. Donc, il y a énormément de potentiel international en Europe, ailleurs, de faire de l'exportation. Et ça, c'est des cas vécus où est-ce que moi, je connais des industries manufacturiers, d'équipementiers, qui, parce qu'ils ont fait une note sur leur machine du taux de métal recyclé qu'ils utilisaient, du taux d'empreinte carbone qu'ils ont fait pour la fabriquer, leur chiffre d'affaires a augmenté, les machines étaient plus chères ou pas nécessairement moins chères qu'ailleurs, mais parce qu'elles étaient plus vertes, eux avaient de l'octroi de meilleures ventes. Et ça, c'est des faits vécus. Donc, c'est des choses qu'on peut se servir, puis il y a des gens qui le font. Excellent. Et dis-moi, on parle de compétitivité. Donc, ce qu'on parlait tantôt, c'est que le Québec est en progression, donc davantage d'investissement, technologie, stratégie, on a l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais comment se positionne actuellement le manufacturier québécois par rapport à nos voisins autour de nous en termes de compétitivité et au niveau international sur une base plus large? Il y a des éléments qui sont pas contradictoires, mais difficiles à positionner dans certaines choses parce qu'il faut les tenir en considération. Le Canada a une entente, évidemment, avec les États-Unis et le Mexique, d'exportation, d'importation, etc. Souvent, dans la manufacturier, on entend parler du Biden Inflation Act, qui est un élément extrêmement sévère, conservateur de l'économie américaine, qui peut être contrepassé par n'importe quel élément environnemental. Donc, ça peut faciliter là-dessus. Donc, il y a une entente Mexique-Canada, US de libre-échange. Il y a une entente avec l'Union européenne aussi. Le Canada a une entente avec l'Union européenne. Donc, il y a des engagements là-dedans. Donc, il y a des transactions in, out, exportation, importation qui doivent être dans l'entente transigée. Puis, on a également, à l'intérieur des initiatives locales québécoises, c'est l'achat local.
Donc, c'est de dire, écoutez, utilisez les ressources locales. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact immédiat au niveau de l'environnement, transport, etc., etc. Puis en même temps, les coûts directement, la main-d'œuvre, etc., les relations vont être beaucoup plus faciles. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même domaine, le même secteur local. Donc, c'est comme dire, achetons local, laissons faire les autres. Puis de l'autre côté, on a des ententes qui sont internationales pour nous faciliter le travail. Fait que il faut balancer là-dedans. Puis ça devient vraiment une question sectorielle. De quel secteur manufacturier on est, où c'est qu'on va avoir un plus haut pourcentage d'importation, plus haut pourcentage d'exportation. Comme j'ai dit tantôt, les équipementiers, 80 de la business des équipementiers au Québec, c'est de l'exportation. Donc, eux profitent des ententes qu'on a. Ils se doivent. Donc, est-ce qu'ils peuvent acheter local? Oui, mais le soutien de la croissance d'un équipementier, c'est une croissance qui est locale, mais également internationale. Fait qu'il il faut garder ça en considération quand on est là-dedans. C'est très sectoriel. Il y a une chose qui est sûre. Nous n'achetons pas assez et on n'utilise pas assez localement les ressources de fournisseurs. L'écosystème de manufacturier local est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste qu'on le pense. Au lieu d'aller directement en Asie ou aller chercher d'autres fournisseurs, tout ça, j'ai plein d'anecdotes où est-ce qu'il y avait des manufacturiers, puis il y avait une autre entreprise de l'autre côté de la rue, puis c'est devenu un fournisseur potentiel, puis ils ne se connaissaient même pas. Donc, il y a plein de choses comme ça. Investissement Québec a des programmes maintenant sur l'achat local et c'est génial. Ça permet justement au moins de prendre le premier regard, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai disponible localement, puis après ça, faire ses plans par rapport à sa croissance de business. Puis direct et indirectement aussi, ça a un impact environnemental. Parlant de secteur, sectoriel, dans quel secteur le manufacturier québécois se démarque le plus où on sent qu'il est un leader, là, tant au niveau nord-américain qu'au niveau international? Premier en haut de la feuille, c'est l'aéronautique. Oui, okay. C'est le secteur qui est le plus gros joueur, le plus gros poids dans le PIB manufacturier. Énormément d'entreprises, énormément de sous-traitants, énormément d'équipementiers qui sont dans ce secteur-là. Est-ce que... Et encore là, je fais attention à des secteurs de haute technologie. Si on parle secteur manufacturier, le secteur qui est le plus évolué et le plus connu de première, deuxième, troisième transformation, c'est le secteur de l'aéronautique. Évidemment, on a des secteurs d'aluminerie qui sont fabuleux. Rio Tinto investit massivement dans le développement de nouvelles technologies sur de l'aluminium vert. ArcelorMittal investit énormément aussi dans des billes à taux d'élimination de carbone les plus bas au monde. Il y a énormément d'évolution là-dedans. Évidemment, ce qui est très d'actualité aussi, c'était juste un petit peu avant la pandémie, c'était tout ce qui était intelligence artificielle, les fameuses grappes canadiennes qui ont été là. Il y avait une émergence de start-up démentielle avant la pandémie par rapport à tout ce qui était 2016, 2017, 2018. Il y avait énormément de focus sur des entreprises de haute technologie en intelligence artificielle. La pandémie a réduit les formes de ça, le modèle. Pendant ce temps-là, les technologies ont évolué et ça a comme permis de mieux positionner les éléments d'intelligence artificielle. Il y a par rapport à des niches de secteur, des niches qu'on peut impliquer dans le manufacturier. Puis évidemment, on a aussi tout ce qui est société, ChatGPT, par exemple, des choses comme ça. Donc, il faut juste faire attention. Le Québec a une expertise mondialement reconnue là-dedans, dans ces hautes technologies-là. On est, en termes d'innovation, on est de classe mondiale, c'est clair. En termes de compétences
de personnes, de main-d'œuvre de classe mondiale. On nous sollicite partout. C'est extrêmement positif. Où est-ce qu'il faut, je pense, grandir un peu plus dans notre évolution de tout ça? C'est d'aller vers créer plus de grosses entreprises, de moyennes et de grosses entreprises locales ici au Québec. Il n'y a pas assez de grosses. Il y a une moyenne, il y en a, mais il n'y a pas assez de grosses. Si on regarde en proportion versus l'Ontario, les États-Unis, d'autres secteurs en Amérique du Nord, il faut qu'on propulse nos petites, nos moyennes vers Des nouveaux sommets. sommets sans limite, là. Puis, c'est pas une question il n'y a aucun obstacle par rapport à ça. À ce moment-ci, là, je rebondis, Luc, sur ce que tu es en train de soulever. Qu'est-ce que ça prend pour y arriver? C'est-tu une volonté entrepreneuriale, une volonté politique? C'est-tu qu'on ne croit pas assez en notre capacité? Qu'est-ce que ça prend pour faire ce step-là? Là? Il y a une... Le Québec est un... Et c'est génial. Et au niveau entrepreneurial, c'est fabuleux. Comment qu'il y a d'innovation. On est les leaders en innovation. C'est fantastique, là. Et puis, où est-ce qu'on... Justement, j'avais une rencontre ce matin qui parlait justement de commercialisation d'innovation. Et s'il y a un élément à améliorer grandement et rapidement, c'est cet aspect-là. On est extraordinaire à faire de l'innovation, à créer des choses à partir des startups, des choses comme ça. Et quand on arrive à la commercialisation de ces éléments-là, que ce soit local, provincial, national, international, on est bien moins bon qu'ailleurs. Puis ça, c'est l'élément que je trouve qu'il faut vraiment investir là-dedans. Là. Une acceptabilité, des programmes, énormément d'aide par rapport à ça. Il y a beaucoup de programmes d'aide à l'innovation. Il y a beaucoup moins de programmes d'aide à la commercialisation. Oui, je comprends. Puis c'est un élément clé parce que tu as beau innover, mais à quelque part, mais un peu comme l'exemple que tu donnais tantôt de l'entreprise où son voisin en face de chez eux, il ne le connaît pas, bien, s'il n'y a pas cette visibilité-là de se faire connaître, ben, à ce moment-là, ben, écoute, ça a une relation directe. Exactement. Ça a une relation directe. En termes d'industrie émergente au Québec, donc, tu sais, on le sait, le Québec, le Canada, là, on a beaucoup de minerais. Ouais. On a beaucoup de matières premières. Puis en plus, ben, je suis content d'entendre ce que tu me dis, c'est qu'on a une grande capacité de leadership, d'innovation, donc entrepreneuriale. Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on sait qu'il y a un avenir, mais vraiment un avenir phénoménal qui attend, tout en étant dans le respect des écosystèmes, de la société, puis de l'environnement, puis de la gouvernance? Là? Bien, on amène vers des choses, des stats. Mais je vais commencer par une statistique, OK? Et ça, c'est un chercheur de McGill qui avait sorti cet article-là. Ça fait plusieurs années, mais ça m'a fasciné et je l'ai dans plusieurs de mes présentations. Un enfant qui rentre à l'école primaire aujourd'hui, et c'est la même chose il y a quelques années. Fait qu'un enfant qui rentre en primaire, il fait son parcours scolaire, etc. La journée qu'il va tomber sur le marché du travail, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, peu importe, mais il va tomber sur le marché du travail. 66 de ces enfants-là vont exercer un métier qui n'existe pas aujourd'hui, en ce moment. Le 2/3. Fait que c'est un peu difficile de dire quel secteur va progresser ou qu'on devrait aller parce que en peu d'années, il y a des emplois, des rôles qui n'existent pas en ce moment. Tout ça, pourquoi? Parce que les technologies évoluent dramatiquement plus rapidement que toute autre affaire. Fait que c'est sûr que les métiers traditionnels
sont vraiment en baisse. Puis pourtant, puis je te fais l'exemple là-dessus, un minier, quelqu'un qui travaille dans une mine. OK? Si on demande à la population, c'est quoi un minier, fais-moi un dessin, c'est la personne avec le casque, la lumière, le gros overall, puis tout ça, puis le visage sale, les gants, puis tout ça, puis il travaille dans l'image populaire d'un minier. Puis pourtant, un minier aujourd'hui travaille remote avec un joystick devant un paquet d'écrans, puis il va travailler, manipuler un robot qui va aller creuser, qui va aller percer, puis qui va aller chercher du minerai, des choses comme ça. C'est un métier fascinant. Les équipements, l'évolution qui s'est faite avec la technologie là-dedans, c'est démentiel. Est-ce que le rôle de la personne est différent? Absolument. Ce n'est pas les mêmes compétences pour faire ça. Mais le métier demeure un minier. Donc, est-ce qu'on peut garder les mêmes secteurs, pas nécessairement de créer un nouveau secteur, mais utiliser tous les éléments de transformation et d'optimisation de ces secteurs-là à l'interne pour évoluer là-dedans? Bien, le Québec est extrêmement bien positionné au niveau de la main-d'œuvre. Donc ça c'est ma réponse. On garde les mêmes secteurs parce que ça ne changera pas nécessairement. Il va y en avoir des nouveaux, oui, là. Mais les secteurs traditionnels, les secteurs qu'on a présentement au Québec qui sont installés, ben ils vont évoluer. Ils peuvent aussi évoluer qu'un exemple, la filière batterie, que là, c'est entièrement des nouvelles technologies qu'on n'avait pas d'implémenter au Québec. Donc ça, c'est l'autre segment de ma réponse aussi. Il y a des nouveaux secteurs qui se doivent aussi de devenir évolutifs par rapport au secteur plus traditionnel, pâte et papier, foresterie, aluminium, les secteurs d'industrie lourde. Donc mais il faut balancer ça. Tout à fait. Puis, tu touches à un point intéressant. J'ai lu il y a quelques années, puis je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça remonte à 3-4 ans. Un livre qui n'est pas tellement gros, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, c'est l'écrivain qui a fait 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis Clarke, dans les années 70, a écrit un livre. C'était le 19 juillet, le 20 juillet 2019. Donc, 20 juillet 2019, parce que le 20 juillet, en 1969, c'est là où apparemment que les Américains ont mis le pied sur la Lune. Donc, Clarke a écrit un livre pour voir, ben écoute, 50 ans plus tard, où on va en être rendu au niveau de l'humanité. Puis bon, ben, c'est un écrivain futuriste, il y a eu un prix Nobel aussi d'écriture. Puis il traduisait dans son livre exactement ce que tu dis là. C'est qu'il va y avoir une transformation du marché du travail partout sur la planète. Même dans son livre, il parlait du transport, des transports autonomes. Il parlait d'Internet qui serait partout sur la planète. Moi, à l'époque, ma vieille mère disait qu'Internet, c'était l'instrument du diable. Mais c'est fascinant parce que puis il disait qu'il va y avoir tout un bouleversement au niveau des emplois là, quand tu parles du minier. Là, puis ça va transcender le monde en général. Puis tu vois, même le domaine de la santé, parce que lui, dans son livre, il parle pas d'hôpital, il parle d'hôpital. Donc, des endroits où les gens vont aller en préventif plutôt qu'en curatif. Ouais. Donc, tu sais, mais ce bouleversement-là, ben, tout n'est pas arrivé, mais on voit que la tangente est là, dans ses prévisions. Là. Donc, c'est assez... Puis j'ai donné l'exemple des mines, mais effectivement, c'est tous les secteurs au complet, à 100 qui vont avoir une transformation. Mais cette transformation-là, elle s'accélère. Pourquoi? Parce que les puissances et les technologies, la puissance des technologies, la puissance fait ça et le coût fait ça. Donc, meilleur exemple, c'est les puces microprocesseurs qui ont. C'est fou, là. Fait que ça accélère ces processus-là. Également, je ne peux pas passer à côté de l'employabilité parce que tu donnes un bel exemple avec les mines. Puis, on voit le minier encore avec la figure pleine de charbon, mais tout comme on voit, certaines personnes dans certains autres corps de métier
qui sont dans des emplois plus, disons, plus mécaniques. Donc, par exemple, si je prends les soudeurs, Ouais. le domaine de la soudure. Fait que je regardais une vidéo il n'y a pas tellement longtemps là, d'une usine, Mini Cooper, pour ne pas le nommer, là, en Allemagne. Là. J'étais estomaqué de voir la quantité de Ouais. robots puis combien de personnes faisaient rouler l'usine. Ouais. Donc, cette modernisation-là, dans la culture puis dans l'éducation populaire, je pense qu'il y a des choses à faire. Puis de démocratiser des emplois qui sont en train de prendre un tournant puis intéresser vraiment nos institutions scolaires puis intéresser aussi nos jeunes vers des emplois qui, somme toute, avec certains préjugés, on les a catégorisés comme étant très manuels, alors que, tu sais, on arrive dans un domaine complètement différent. Et d'excellente rémunération. Oh oui. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, le titre le titre du rôle est le même, mais la méthodologie de travail est complètement changée. Et ça, c'est des choses qu'il faut garder en considération. Puis, une des qualités que je trouve aussi de la main-d'œuvre québécoise dans le manufacturier, c'est une adaptabilité qui est beaucoup plus élevée que la moyenne. On est énormément flexible au niveau adaptation à des choses comme ça. C'est quand on décide d'y aller. C'est juste là. Il faut décider d'y aller. Quand on est décidé, on est incroyable. Faut juste, le step d'y aller et de dire go, on y va. C'est ça qu'il faut travailler là-dessus. Et dis-moi, dans la position que tu as, là, entre autres, au niveau du comité manufacturier là, de la Fédération des chambres de commerce, comment se porte la capacité des entreprises de pouvoir recruter actuellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de postes vacants? Est-ce qu'on est encore beaucoup à la recherche de talents, de ressources afin de combler des postes? Ou encore, comme on est en train de discuter ensemble, la technologie est capable de pallier un peu? Tu sais, les investissements aussi, mais y a-t-il un gros écart encore entre les deux, entre offre et demande? Bien, il y a depuis à peu près, en fait, depuis la hausse des taux d'intérêt, là, qui est quand même dans une fenêtre administrative qui est quand même assez étroite. Là. Les taux ont monté assez rapidement. Bon, la Banque du Canada voulait contrôler et désire toujours contrôler l'inflation. Cette inflation-là, elle est maintenant relativement sous contrôle. Elle est fragile, mais elle est plus en tendance montante. Ça a créé un ralentissement économique. Le ralentissement économique a donné un signal aux entreprises manufacturières de dire, écoute, et ça, c'est nonobstant de la chaîne d'approvisionnement là, qui était très, très endommagée par la COVID, etc. Mais si on enlève ça, on regarde strictement au niveau main-d'œuvre, il y a un ralentissement économique. Tout à coup, les gens ont moins goût de partir ou de changer de rôle ou des choses comme ça parce qu'il y a moins d'offres d'emploi, les gens sont plus prudents, etc., etc. Présentement, le taux de chômage, puis là, j'y vais de mémoire, mais je pense que le taux de chômage manufacturier, c'est 3,9 ou 3,8. C'est juste un petit peu en bas de 4 ce qui est quand même extrêmement bon. Je veux dire, on s'entend là. J'avais quelqu'un des RH qui m'avait fait une analogie. J'avais trouvé ça rigolo, mais c'était pas vraiment drôle non plus. Il me disait tu sais, là, qu'on va dans des salons de l'emploi, puis c'est nous autres qui donnent les CV aux gens qui passent. Il dit, on donne le CV de l'entreprise. Les gens, ils viennent, puis ils n'ont pas de CV. Ils disent, ben OK, c'est quoi que tu as à m'offrir? Donne-moi ton CV. Puis c'était rendu là. Là, ça c'est comme, il y a une accalmie, je dirais. Puis justement, par rapport au rapport que je parlais tantôt des 1500 entreprises, 94 de ces entreprises-là prévoient de maintenir ou augmenter leur main-d'œuvre à la suite de l'adoption des technologies de fabrication intelligente. 94 C'est loin d'être Alors, banal. ici, chez nous et ailleurs, on le voit, puis à travers la FCCQ,
on l'entend dans les comités, dans les rencontres des comités, la rétention d'employés est prioritaire à la sollicitation. Tes gens que tu as qui sont établis, qui sont productifs, etc., et qui ont un potentiel d'évolution dans l'entreprise, il y a des initiatives beaucoup plus présentes maintenant depuis quelques années à garder ces gens-là. Parce que perdre quelqu'un et embaucher quelqu'un, c'est un ratio de 4 pour 1 en dollars. Ça te coûte 4 fois plus cher de te perdre. Donc, c'est strictement une question d'économie, mais c'est également une question de potentiel de croissance quand tu veux augmenter on parlait du minier tantôt, bien, la façon de faire, les technologies des choses vont évoluer. Si la personne a cette capacité-là, bien, garde-la. Donc, ça c'est, on est dans cette vague-là. Puis, en terminant, répondre à la question, oui, il y a encore une pénurie de main-d'œuvre. Elle est plus niche, mais il y a encore une pénurie de main-d'œuvre solide, là. Donc, pour aller un pas plus loin là-dedans, y a-tu des solutions, des alternatives? C'est-tu, par exemple, d'aller recruter davantage à l'international ou encore d'accélérer les processus de modernisation puis d'automatisation dans les entreprises? Ou un mélange de tout ça? Encore une fois, ça dépend du secteur, ça dépend des secteurs de l'agriculture, ça va être difficile. C'est plus difficile, c'est beaucoup plus valorisant sur la migration que l'automatisation. Éventuellement, il faut que tu automatises, mais c'est un processus qui est deux vitesses, si on parle dans le milieu de l'agriculture. Si on regarde dans le manufacturier, deuxième, troisième transformation, exemple de l'emballage ou des choses comme ça, ben là, c'est la priorité numéro 1, c'est d'automatiser. Puis après ça, ben peut-être, oui, garder la migration, mais l'immigration c'est difficile. C'est difficile. Surtout que les entreprises, à cause, c'est le cercle que j'automatise, je deviens plus technologique, ma main-d'œuvre est plus niche, est plus difficile à trouver. Quand tu vas en immigration, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est un cercle qui est une chance qu'il y a des agences qui servent de ça là, pour aider, là, mais ça peut devenir plus compliqué qu'avant. Donc, il faut garder le balancement entre automatiser puis rétention de main-d'œuvre ou augmentation de la main-d'œuvre, mais il faut vraiment balancer ça dans son plan d'affaires. Oui, puis également, tout dépendamment des endroits, quand on parle de recrutement, tout dépendamment des endroits où on recrute au niveau international, il y a des pays où il y a des niveaux de formation qui sont quand même assez élevés. Et il y en a d'autres, bien écoute, c'est sûr que il y a carence. Ouais. Il y a carence. C'est en termes de formation, de développement des compétences, des talents. C'est pas que l'humain n'est pas capable, mais peut-être que les infrastructures scolaires à l'intérieur du pays sont pas à la hauteur des attentes. Exact. Et on n'entre pas là-dedans, mais il y a aussi toute l'acceptabilité sociale aussi au niveau de l'immigration, mais ça, on va laisser ça à d'autres personnes de gérer. Hey, dis-moi, Luc, là, écoute, le Québec là, possède beaucoup d'éléments là, dans le développement de la batterie, de la filière batterie, puis de la filière batterie écologique. Donc, on a la capacité de pouvoir être un leader nord-américain, puis probablement un leader mondial à ce niveau-là, compte tenu de tout ce qu'on parlait précédemment tantôt. Le gouvernement québécois investit massivement. Donc, on parle ici, là, dans les chiffres que j'ai, là, de plus de 11 milliards de dollars là, qui ont été investis. Mais il reste que, tu sais, il y a des défis qui se présentent à nous à l'intérieur de ce marché-là. Donc, comment tu vois ça, toi, l'évolution de la filière batterie? Puis, tu sais, on parle beaucoup d'écologie, mais c'est sûr que l'empreinte carbone, hein, tu sais, bon, des matières fossiles, puis on vient avec les consommations là, de véhicules à essence, puis au mazout, puis bon, etc. Donc, comment tu vois ça, le positionnement de la filière batterie, puis l'importance de réduire notre empreinte carbone au niveau de notre écologie?
Il reste combien de temps? Ça va être une longue réponse. T'as encore 15 minutes. Bon. Tu sais, tantôt, on parlait de secteurs traditionnels. La minerie, l'aéronautique, les mines, la foresterie, etc. Tout ça. Bon. Il faut évoluer ça. Puis il faut aussi en mettre des nouvelles. Cet élément-là fait partie de la nouvelle. Ce que j'adore de ce secteur-là, de la filière batterie, c'est que ça permet de grandir la deuxième et troisième et même le recyclage. Là. Si on parle vraiment de l'économie circulaire potentielle de cette filière-là au Québec, ça, c'est grandiose pour les 25 prochaines années là-dedans. Donc, c'est une deuxième, troisième X nombre de transformations qui va augmenter ce pourcentage-là au Québec. Ça nous donne un élément qui est extrêmement positif là-dedans. Évidemment, la source d'énergie de fabrication est majoritairement de l'hydroélectricité. Donc, déjà, il y a un élément environnemental qui est propice et qui est favorable internationalement à venir ici. Et c'est déjà les entreprises qui ont décidé de participer à la filière batterie, c'était un des critères. Ils pouvaient créer une batterie. En fait, c'est principalement des cathodes, des fabricants de cathodes qu'on va avoir ici, là, principalement. Donc, ces éléments-là d'hydroélectricité, c'était un des facteurs majeurs là-dedans. Évidemment, les investissements des gouvernements et tout ça, les subventions, je n'embarquerai pas là-dedans parce que, anyway, où est-ce qu'on regarde les autres places, majoritairement ce que ça a été fait, même en Europe, etc., il y a eu des implications gouvernementales dans les projets. Donc, c'est pas unique ici. C'est quelque chose qui est, même je vous le dirais, il n'y a pas, en tout cas, personnellement, je ne connais pas un endroit où c'est qu'il n'y a pas eu aucun investissement public, puis on fait quelque chose par rapport à ça. Bon, ceci étant dit, l'élément clé de cette filière-là, c'est la circularité de tout ça. Donc, on a des ressources de lithium extrêmement riches au Québec. On a du graphite. C'est les minerais principaux pour faire ces éléments-là de deuxième, troisième transformation. Majoritairement, on les a au Québec, localement. Il faut développer ça, pas juste les usines de fabrication de cathodes et de batteries, mais l'ensemble de la circularité de tout ça. Ça, c'est l'objectif. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Ma réponse, c'est oui. C'est comment qu'on va le faire qui est le challenge. Mais capacité... Ouais, c'est la question. La capacité, elle est là. La connaissance, elle est là. La qualité des gens pour le faire, c'est incroyable. Bon, c'est comment qu'on va le faire. Ça, c'est une chose. L'acceptabilité sociale, c'est un enjeu majeur là-dedans. Ouais. Il y a aussi le marché mondial. Il y a plein de stats qui sortent en ce moment où est-ce que les voitures électriques sont à la baisse. Il y a Ford EcoPro a mis le projet stand-by pour l'instant, justement à cause des baisses du marché, tout ça. Donc, c'est un marché jeune, c'est un secteur, je vous dirais, adolescent, qui s'en va vers l'adulte, mais jeune adulte, mais c'est encore un secteur adolescent. Fait que, est-ce que c'est inévitable qu'il faut faire ça? C'est clair. C'est inévitable. Selon moi, là, c'est inévitable. Il faut le faire. C'est comment qu'on va le faire, puis combien de temps que ça va prendre, puis etc. Ça, c'est le gros challenge par rapport à ça. Pour revenir ici, par exemple, au niveau de l'impact direct sur l'électrification des transports et tous ces éléments-là, si on y va local, moi, je suis un fervent fan de Pierre-Olivier Pinault au HEC, à la chaire d'énergie du HEC avec Joanne Whitmore. Et puis, il donne toujours le rapport chaque année de l'état de l'énergie au Québec, etc. On peut aller sur le site de la charte et télécharger.
Puis fondamentalement, c'est qu'il faut réduire la flotte automobile au Québec. Pas mettre tout électrique, tout équipé. Il faut réduire la flotte automobile. Fait qu'il faut aussi garder ça en tête que pas juste nous autres, mais il y a plein de pays, puis mondialement, qui travaillent également à réduire la flotte pour la réduction des empreintes carbone. Donc, fait que les tendances du marché, c'est très difficile à comment cette évolution-là de batterie, etc., va se faire. Est-ce que ça va être exponentiel? Ça va être... Mais c'est inévitable que c'est un marché qui est crucial pour les 25 prochaines années au Québec. Oui, puis à moins que je me trompe dans ma lecture des chiffres, je pense que, tu sais, quand on parle de véhicules électriques, en Amérique du Nord, le Québec est un bon consommateur. Donc, il y a quand même une bonne réceptivité, mais il y a beaucoup d'éducation à faire. Encore une fois, il y a beaucoup de préjugés autour du sujet. Oui. Si la fabrication de l'automobile électrique, des éléments, ce qu'on appelle les minéraux critiques stratégiques, qui sont près du 2 tiers plus nombreux dans un véhicule électrique versus un véhicule à énergie fossile, à essence. Si ces mines-là qui ont créé ces minéraux-là pour le faire, la transformation de tout ça, bien, c'est sur des sources d'énergie polluantes, bien, on fait juste changer de mal de place. Ouais. Donc, il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation à faire là-dedans, il y a une acceptabilité sociale, les médias doivent aussi faire leur part là-dedans pour essayer d'informer le mieux possible les gens et la société là-dedans. Mais il faut juste faire la bonne part des choses. Ce n'est en tant qu'individu ou de personne qui utilise un véhicule électrique, c'est sûr que je n'ai plus d'émanations de carbone. Mais si ta fabrication en a émis plus qu'un véhicule à propulsion, ben, on fait juste changer de mal de place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dis-moi, pour éduquer davantage, là on arrive dans un sujet qui est un petit peu politique, là, mais pour éduquer davantage, pour informer davantage, y a-tu des pistes, y a-tu des éléments qui sont là? Puis, tu sais, tantôt, là, je reviens à ton minier, là, mais encore dans la croyance populaire, on pense que, là, tu sais, que le gars, il est avec son pic puis sa pelle dans le fond d'un trou, là. Donc, tu sais, il y a des perceptions, là. Donc, c'est sûr que ça fait partie de l'éducation. Donc, y a-tu des éléments qui sont considérés actuellement au niveau québécois pour faire en sorte que les gens aient accès à une meilleure information et non pas de la désinformation? Bien, il y a des associations. Là, j'y vais à brûle pour point comme ça, Propulsion Québec, qui est un organisme, un OBNL qui justement a comme mission de tout secteur, que ce soit consommateur, professionnel, manufacturier, etc., de justement d'éduquer, guider, donner des outils pour se créer peut-être une perception plus précise ou plus adaptée à ce que nous, on recherche. Donc, il y a des organismes comme ça qui existent. Il y en a plusieurs, entre autres au Québec. Ce matin, j'étais avec C3, je pense que c'est C3-2, une chose comme ça, où est-ce que eux, ils sont dans la commercialisation de tout ce qui est électrification des transports. Il y a énormément d'industries de simulation des jumeaux numériques, ce qu'on appelle, où est-ce qu'on peut faire beaucoup de simulation des choses avec soit les autos intelligentes, etc., tout ça. Il y a énormément d'éducation dans la société à continuer. Il y en a eu beaucoup, énormément. Il faut continuer pour que notre perception soit beaucoup plus large, beaucoup plus complète. Ça, je pense que c'est un travail sans relâche qu'il faut faire. Avec ça, deviennent les meilleures décisions. Tu vas prendre les meilleures décisions avec plus que tu vas avoir d'éléments d'influence décisionnelle en main, meilleure va être la décision. Dis-moi, ça tire sur la fin pour notre rencontre, mais s'il y avait un défi en particulier là, sur lequel porter attention pour permettre aux manufacturiers québécois de demeurer en bonne santé
de répondre aux attentes en termes d'innovation puis perspectives de marché, là, ça serait quoi? Moi, j'en vois trois, Vas-y. pas en ordre. Trois. OK. Dans le manufacturier, il faut au moins envisager et regarder la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle dans son procédé, que ce soit sur une petite section d'une usine ou plus large, etc. Mais il faut faire la démarche de positionner l'intelligence artificielle dans l'entreprise pour augmenter la productivité, également tout ce qui en est par rapport à ça. Mais ça, c'est un must. La deuxième, c'est pas loin, dans mon jargon à moi, c'est au coin de la rue, là, que les personnes manufacturières, les entreprises manufacturières qui reçoivent de leurs clients un appel d'offres que c'est traditionnel et tout ça. Et dans pas long, là, il va y avoir un addendum à ça. Puis le client va demander, tu peux-tu me donner ton empreinte carbone? Es-tu capable de me donner combien que tu as mis Donc, les ESG, là, les ESG au niveau du Québec, on est très fort là-dedans. La gouvernance, puis l'impact social, tout ça, c'est un élément qui est relativement facilement applicable. Mais le E, c'est là qu'est la perception que tu parlais tantôt, là. Ouais. Est-ce que je suis proactif ou je suis réactif? Puis Ouais. si je reçois un addendum qui me demande mes empreintes carbone sur mes équipements ou mon procédé, tout ça, puis je n'ai pas commencé à faire le travail dans l'amont, je n'ai pas été proactif. Bien là, si tu deviens réactif, ça peut être très pénalisant, il faut le faire. Puis le troisième, j'en ai parlé tantôt, c'est prenez soin de votre main-d'œuvre. La rétention de la main-d'œuvre. C'est l'élément clé qui va faire que les investissements, le retour sur l'investissement, l'augmentation de la productivité, l'implémentation des technologies futures qu'on veut faire. Donc, oui, l'AI fait partie de ça, mais il y a beaucoup plus que l'AI aussi. Il y a des technologies de machines, etc., de procédés. On parlait de jumeaux numériques, etc. Tous ces ensembles-là vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus payants si on a une main-d'œuvre qui est très réceptive par rapport à ça. Donc, ça, c'est mes trois éléments. Une trilogie. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le Seigneur des Anneaux. Ouais, mon Dieu, non. mais ça pourrait être tout comme, hein? Parce que c'est un bon combat. C'est un bon combat, c'est une bonne lutte. Hey, dis-moi, Luc, pour les bénéfices des personnes qui nous écoutent, puis ça va être disponible aussi en rediffusion, là. Tu sais, si on a des gens qui sont intéressés par le sujet, intéressés à en apprendre davantage, ou encore participer à des discussions, à des échanges concernant le manufacturier, concernant les défis, les enjeux que tu viens d'énumérer, y a-tu une adresse, y a-tu un geste à poser, y a-tu un endroit où ils peuvent se référer? Il y a deux endroits. Je pense que on peut discuter soit à travers la FCCQ, donc le lien de la fccq.ca, le site web de la FCCQ, puis il y a aussi le contact du secteur manufacturier, comité manufacturier là-dedans. Puis il y a aussi, bien évidemment, chez Lumen. Donc, vous pouvez me contacter chez Lumen, luc.poirier en commercial lumen.ca. Donc, vous pouvez me contacter là-dessus. Ça me fait plaisir. Donc, tu es disponible. Je peux-tu mettre ton numéro de téléphone cellulaire aussi? Non? On se calme. On va se garder une petite gêne. Hey, Luc, ça se termine ici. Un immense merci de ta disponibilité, de ta générosité aussi de répondre à brûle pour point à toute une série de questions comme celle-là. Et aussi, ben écoute, de partager. Puis on est en train de faire du partage éducatif aussi en même temps, là, parce que il n'y a pas uniquement les gens du manufacturier qui nous écoutent. Donc, si on peut contribuer par ce direct-là à améliorer la perception de l'ensemble du manufacturier québécois, son positionnement, sa valorisation, son implication. Et
sa volonté d'acceptabilité sociale. Exact. Aussi. Ça, je pense que c'est important. Donc, Luc, un immense merci encore. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, à très bientôt et bon succès dans tes défis.